Bonjour. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui se connectent. Donc aujourd'hui, je vous propose un temps de partage sur un thème qui m'a été proposé il y a déjà quelques semaines de cela, sur le jugement posé sur soi-même, le jugement posé sur autrui, en lien avec la notion fondamentale de causalité. Il me semble que c'était suite à une précédente intervention de ma part sur le thème de la bienveillance ou de la communication, l'écoute profonde. Voilà, et donc en préparant ce matin, il m'est apparu que ça rebondissait sur la question du libre arbitre. Avons-nous un libre arbitre? Bon, ça, c'est une vaste question. C'est une question difficile. Si nous en revenons au début de l'invitation sur ce thème, il est vrai qu'au quotidien, on va avoir cette habitude de poser un jugement sur tout, à peu près tout. C'est le mode de fonctionnement de notre mental que de catégoriser, de juger, de définir. Et le mental aime les valeurs aussi, et voilà, cherche des points de repère constamment. Et donc il va avoir tendance à catégoriser en bon, mauvais. Et comme malheureusement nous sommes quand même très souvent perchés dans notre mental, eh bien cela veut dire que nous allons avoir cette tendance constamment de tout le temps tout juger. Et donc on va juger tout ce que l'on fait, toutes les facettes de notre personnage. Le personnage se juge lui-même et par extension va juger constamment son environnement et donc l'autre. Alors vous me direz, oui mais le jugement est mauvais. Bah, si on commence à juger le jugement, on joue le jeu de ça encore un peu plus. Et sans doute que c'est une vision étroite, lapidaire. C'est simplement voilà, un mode de fonctionnement du mental, il est ce qu'il est, et ça n'est pas mauvais lorsqu'il est reconnu pour ce qu'il est, c'est-à-dire juste une pensée. La souffrance vient du fait de se cristalliser à ce jugement, à cette pensée, et à aussi s'enfermer dedans, pensant qu'on a raison ou tort, enfin voilà, en clivant finalement en deux classes, alors que la réalité est beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe d'une certaine façon. Donc le mental juge, ça n'est pas forcément mauvais, c'est une habitude
qu'il a, un mode de fonctionnement qu'il a. Et on nous a même appris en fait à classifier, à juger, et ça fait partie des apprentissages de penser et de catégoriser, c'est très important. Voilà, c'est important d'une certaine façon de savoir ce qui est bienveillant de ce qui ne l'est pas, d'avoir ce début de discernement. Simplement, on va avoir tendance à rester à une classification binaire, là où, je vous dis, la réalité est beaucoup plus complexe et notre maturation nous invite en fait à avoir une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus juste sur la réalité. Et en ce sens, dans la voie contemplative, il nous est expliqué que tout est bon. Alors, le tout est bon, il va être en lien en fait avec cette question du libre arbitre. Tout est bon, ça n'est pas à prendre sur un objet précis ou une action précise, parce que là, évidemment, tout n'est pas bon. Voilà, faire un meurtre, ça n'est pas bon, on est bien d'accord. C'est dans un niveau plutôt méta, en fait. Donc, en prenant vraiment beaucoup de recul, on comprend que tout est bon. Donc c'est une question de perspective. Quand on est petit, enfant, on va apprendre donc à développer du discernement, à juger les choses, mais souvent l'enfant colle, il fusionne en fait. Donc il a une vision assez rétrécie naturellement et il apprend finalement à classifier. Et petit à petit qu'il grandit, il peut développer une vision beaucoup plus vaste de son environnement. Il peut mieux aussi se comprendre lui-même dans son mode de fonctionnement. Et plus il se décolle, et plus il doit aussi agrandir les cases de son jugement, c'est-à-dire ne plus rester dans un niveau binaire, mais plus complexe. Et si nous prenons beaucoup de recul, il y a un moment où effectivement on peut se poser la question de ce libre arbitre. En lien avec la réalité de causalité, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ça? C'est dans le monde de la vie quotidienne, tout ce que l'on fait, c'est comme des graines que l'on sème qui risquent de fleurir au bout d'un certain temps. Voilà, si on arrose, voilà, qu'il y a comme un bon jardinier en fait, hein, on sème des graines, on arrose, on met de l'engrais, bon, il y a toutes les fortes chances pour que ça fleurisse. Il vaut mieux que les graines soient bonnes, plutôt que ce soit de mauvaises herbes. Et donc, ça veut dire que il va y avoir ce principe-là de causalité, de ce que l'on fait, nos habitudes, nos réflexes, nos habitudes de pensée, nos habitudes d'attitude vont finir par avoir une conséquence, un renforcement la plupart du temps en fait. Plus il y a de l'habitude, plus l'habitude se renforce et va finir par avoir vraiment des conséquences sur notre environnement. Alors sur notre environnement, oui, mais pas que. Ça va aussi avoir des conséquences sur nous. Et c'est vrai qu'avec l'âge, on va pouvoir peut-être s'apercevoir qu'il y a des caractères qui se dégagent de plus en plus. Ça se voit chez les enfants, les adolescents. Il y a des partis pris, des tendances qui peuvent se renforcer, fleurir, d'autres qui vont disparaître parce qu'ils n'ont pas été investis. Donc c'est comme si on avait semé des graines, mais on n'avait pas arrosé, donc ça ne fleurit pas. Et donc tout ce que l'on va vivre va avoir potentiellement des répercussions sur l'après, et notamment tout ce qui est aussi le champ émotionnel. Si ça n'est pas complètement digéré, que l'on vit certaines choses, ça va avoir des répercussions plus tard.
complètement digéré, c'est quoi? C'est lorsque une action qui a été menée, une pensée, une réflexion, une situation vécue aussi, n'a pas été... enfin, si c'est complètement digéré, c'est que ça a été complètement accueilli et complètement lâché, relâché. C'est-à-dire qu'on ne s'identifie pas à cela. Là, à ce moment-là, ça se désagrège de soi-même. L'inverse est assez vrai et très fréquent, c'est-à-dire que si on commence à se dire « ah ben ça c'est moi, ça c'est mon vécu, ça c'est mon histoire », et qu'on commence à se cristalliser dessus, et ça peut être effectivement à travers le jugement « ah ben ça c'est bien, ça c'est pas bien », il y a quelque chose d'une petite crispation dessus, soit d'attirer vers soi parce que ça serait bon, soit de refuser. Enfin, on peut attirer aussi le mauvais, hein. Des fois on est un petit peu à l'envers. Donc quand on s'agrippe comme ça à des pensées, à des attitudes, des façons d'être, eh bien il y a quand même de fortes chances pour que ça s'entretienne du coup, que ça ne lâche pas et que ça finisse par fleurir après. Alors, si on arrive maintenant sur la question du libre arbitre, bien si il faut se souvenir de la question du personnage, c'est-à-dire que nous tous, dans notre vie quotidienne, on se prend pour quelqu'un. Hein, dans l'approche contemplative, et elle est vraiment, c'est une vue vraiment spécifique à cette approche-là. C'est-à-dire que cette approche va discerner le fond du relatif. Donc nous partons du principe que dans la vie quotidienne, nous n'avons pas conscience de ce fond et que nous vivons qu'au niveau relatif. Le niveau relatif, c'est de se prendre pour quelqu'un qui observe, qui fait l'expérience de plein de choses. Et ces choses-là sont perçues uniquement dans leur aspect de différence d'autres. Donc il y a ce personnage, et en lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure, ce personnage, il va en fait se construire sur ce principe, sur cette réalité de causalité, cette réalité relative de causalité. C'est-à-dire qu'il va être le résultat de tous ces agrippements. Ça c'est moi, ça c'est pas moi, j'ai tel trait de caractère, j'ai telle identité, ça j'aime pas, ça je veux pas, et ça va créer plein d'habitudes à force, hein, ça se renforce, et ça crée l'ego en fait, hein, le petit personnage c'est l'ego. Ça crée moi avec mon prénom, mon nom, parce que ça, on s'identifie beaucoup à ça, et puis voilà un certain nombre de caractéristiques sur lesquelles on s'accroche, qui ont une réalité relative, hein, ça on ne revient pas dessus. Mais c'est pas parce que ces caractéristiques disparaîtraient que ça ne ferait pas de nous moins de nous. Donc c'est bien que nous ne sommes pas ces caractéristiques et que probablement nous sommes beaucoup plus vastes que ça, en dehors de toute définition possible. Et c'est, alors là c'est un moyen, on va dire, par la réflexion, d'atterrir sur la supposition de la vacuité, hein, c'est-à-dire d'un fond qui ne se définit pas, qui serait un fond intelligent, ouvert, l'intelligence pure et l'ouverture pure de la présence, qui ensuite par-dessus est revêtu comme voilà, un voile de caractéristiques, et on croit qu'on est ce voile-là, alors qu'en fait, profondément, on est plutôt cet espace ouvert et cette intelligence pure. Alors, le petit personnage. Le petit personnage, c'est celui qui observe, celui qui bavarde, c'est celui qui juge. C'est celui qui va poser donc des opinions, un jugement sur ce qu'il
considère comme autre que lui-même, ou même sur ses propres caractéristiques. Ce petit personnage, il a besoin de repères, tout le temps. Il a besoin de se rassurer. Pourquoi? Parce qu'il sait, au fond, qu'il n'est pas ce qu'il se raconte. Il sait aussi que tout peut changer. Petit personnage, c'est moi, c'est vous, quand nous cherchons en fait à nous agripper sur des points de repère que nous aimerions être stables, mais qui ne le sont pas. Rien n'est stable sur le monde, dans le monde relatif. Tout ce qui naît meurt, tout ce qui apparaît disparaîtra, tout ce qui s'assemble va se séparer. Regardez bien dans votre vie, voilà, toutes les personnes que vous aimez, tout ce que vous avez construit dans votre vie, un jour disparaîtra. Et ça, c'est très angoissant quand il y a cette compréhension-là. Le petit personnage est très effrayé. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? En général, il va mettre ça un peu de côté et puis il va continuer à s'agripper encore plus fort. Et dans cet agrippement, il va avoir beaucoup de jugement. Il va se réfugier dans la tête, en fait. Ce petit personnage, dans ce faux refuge du mental et du jugement, de vouloir éloigner ce qu'il ne veut pas, de vouloir s'approcher de ce qu'il aime, pense en général avoir son libre arbitre. D'ailleurs, tout repose là-dessus. C'est-à-dire que sa construction ne fonctionne que parce qu'il estime avoir un libre arbitre. Il estime avoir un pouvoir sur les choses, sur lui-même. Il estime qu'il existe, en tout cas il va essayer de s'en convaincre. Et donc on pourrait dire que le libre arbitre existe de son point de vue. Et s'il utilise cela à bon escient, ça lui permettra de s'engager dans une discipline, de développer de la bienveillance. Voilà, c'est donc important, d'une certaine façon, qu'il puisse se reposer sur ce libre arbitre, mais tout en sachant que ça a ses limites, parce que le libre arbitre est relatif dans le relatif. Dans la mesure où, au-delà du principe de causalité, il y a aussi le phénomène d'interdépendance. C'est-à-dire que non seulement ce que l'on sème va porter ses fruits à un moment donné, et ça va nous être imposé. Donc ça veut dire qu'il y a des actions que l'on pose, on ne sait pas forcément que ça va avoir telle conséquence, et on l'aura à un moment donné. De la même façon, nous sommes des êtres influençables, nous sommes des êtres empathiques. Donc ça veut dire que dans la vie quotidienne, on va être influencé constamment par notre environnement intérieur. Voilà, notre façon de penser, notre façon de nous mouvoir, notre façon de nous alimenter, de consommer. Beaucoup de choses vont être influenceurs à l'intérieur de notre corps, mais aussi autour de nous, dans notre environnement. Il va y avoir des influences. Et tout cela nous permet de rentrer dans ce qui est un peu de l'ordre du complexe. Donc, jusqu'à quel point, lorsque je décide quelque chose, jusqu'à quel point c'est moi qui décide? On n'est pas en train de revenir sur la notion de libre arbitre, mais simplement de montrer la limite de cette conception. D'une certaine façon, c'est important de pouvoir s'engager sur quelque chose, mais en sachant que si on s'engage, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont propices à cela, et tant mieux. Si on s'engage dans une discipline, dans de la bienveillance,
ça n'est pas que le petit moi, le petit personnage, c'est le petit personnage dans toute sa composition, dans tout son réseau d'influence duquel il est soumis, en fait. Et du coup, si on regarde encore plus profondément, et que l'on sait qu'en plus ce petit personnage est une illusion, ce à quoi on s'accroche, en tout cas, voilà, ça n'est juste qu'un voile, et il y a une réalité en nous beaucoup plus profonde. Et cette réalité plus profonde, elle n'est pas définissable. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire, c'est une présence ouverte qui va s'exprimer selon les circonstances, dans une empathie pleine, pleine présence, pleine empathie, pleine bonté aussi. Et là, à ce niveau-là, il n'y a plus quelqu'un qui se raconte quelque chose. Ça danse, c'est juste ça, ça danse. La vie qui danse, la vie qui s'exprime directement. Donc ça n'est plus quelqu'un qui s'exprime, mais un élan harmonieux qui s'exprime. Et là, la notion de libre arbitre, elle n'y est plus, elle tombe, puisque la notion de libre arbitre signifierait qu'il y ait quelqu'un qui arbitre quelque chose. Là, il n'y a plus quelqu'un, donc il n'y a plus d'arbitrage. On pourrait dire que l'arbitrage est absolu, d'une absolue bonté. C'est en cela d'ailleurs que l'on comprend que tout est bon, c'est-à-dire que plus on avance sur ce chemin, plus on voit à quel point on est tous pris dans un apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a de l'intelligence en toute chose. Tout ce que l'on vit peut être transformé en apprentissage. En bon apprentissage, en apprentissage vers l'ouverture, vers la bonté. Mais pour cela, il faut prendre beaucoup de recul parce qu'il y a beaucoup de souffrance aussi dans certaines situations. Et bon, moi-même, en tant que psychologue, comme j'ai la chance de pouvoir accompagner certaines personnes qui ont vécu vraiment des grandes catastrophes, des grands traumatismes, et c'est assez systématique. Quand elles s'en relèvent, c'est le discours, finalement, elles n'auraient jamais pu apprendre autant d'elles qu'en passant par cette situation-là catastrophique. Ça ne veut pas dire qu'il faille nous tous vivre des choses catastrophiques. Ça veut dire que pour certains d'entre nous, ce qui apparaît le plus douloureux, peut être aussi le plus salvateur. C'est en tout cas une possibilité à envisager, un changement de regard. Et donc de là, au-delà du ça fait mal ou ça fait pas mal, de voir que toutes les situations de la vie quotidienne nous apprennent des choses. Et de finalement plus se poser là-dessus que sur le jugement bon-mauvais. Pour répondre à la personne qui m'a posé cette question, sans doute que derrière il y avait, mais est-ce que je peux juger moi-même, juger l'autre dans ses actions, ses méfaits? Eh bien, sans doute que si on la juge et si on nous juge, on n'arrive pas à faire mieux que ça et que c'est ok. Et l'autre aussi n'arrive pas à faire mieux que ces actions qu'il pose à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas sanctionner, qu'il ne faille pas alerter, s'exprimer, mettre fin à la situation, bien au contraire, mais de comprendre que nous tous, nous faisons du mieux que l'on peut. Parce qu'il y a une chose qui nous relie tous, y compris dans ce monde relatif. Il y a une chose qui est vraiment universelle, c'est qu'on cherche tous le bonheur. C'est simplement les moyens d'y parvenir qui sont parfois très discutables.
Mais ces moyens-là, même s'ils sont discutables, nous apparaissent des fois comme allant de soi par rapport à là où on en est. Donc comme les petits-enfants doivent parfois apprendre à s'approcher du feu pour se rendre compte que peut-être ça fait un peu mal, que c'est pas le bon chemin, eh bien pour nous adultes, l'apprentissage passera par moments par ces mêmes confrontations. Et pour d'autres situations, il arrive que l'on vive des choses pénibles, difficiles, qui ne sont pas du tout le résultat de nos actions. Il semblerait que nous soyons comme au mauvais endroit au mauvais moment, mais peut-être ça peut parfois être pour le bien d'une situation, pour le bien d'autrui, au-delà de nous. Donc ça suppose un grand apprentissage aussi de se décentrer, d'observer la situation de manière plus globale. Et plus globale, c'est aussi avec du recul temporel, parce que en général, on a vraiment la tête dans le guidon, comme on dit, et on est tellement pris par des attentes de paix, et c'est très bien, hein, de paix, de bonheur, mais une urgence où il faudrait que ce soit tout de suite là maintenant, là où le monde ne peut pas répondre aussi vite. Il y a de la névrose un peu partout, donc ça avance comme ça peut. Et de voir qu'on est nombreux, donc ça avance lentement, très lentement. Une petite pause pour terminer. On revient à sa respiration en relâchant dans l'expire, en relâchant le corps, en relâchant le mental.